de Téhéran. Et j'ai participé activement à cette révolution comme beaucoup de jeunes à l'époque. Et c'était une effervescence généralisée, il y avait beaucoup d'espoir, de changement, d'un changement pour le meilleur. Mais finalement, quand les islamistes sont arrivés au pouvoir, c'était beaucoup plus, les rêves se sont transformés en cauchemars, comme je l'ai écrit après. Malheureusement, c'était comme ça. Moi, tout de suite après, très tôt après, peut-être pas tout de suite, mais très tôt après, je me suis mis en opposition avec la République islamique. Donc, parce que je trouvais que ce projet n'avait rien à voir avec ce que j'avais souhaité. Et donc, j'étais passée aussi, comme beaucoup de gens des étudiantes actives ou des étudiants actifs de cette époque, en une vie clandestine. Et il y a eu une répression, comme pour les personnes qui étaient là, ils savent qu'il y a eu une répression implacable qui a commencé tout d'abord par les personnes qui étaient proches du régime du Shah, qui ont été, il y avait les premières exécutions tout de suite et les premiers emprisonnements. Après, c'était le tour de la gauche et les autres personnes de l'opposition, les autres mouvements de l'opposition. Et donc, les vagues de l'exil étaient aussi définies par ces vagues de répression. En premier lieu, ce sont les personnes qui craignaient pour leur vie, puisqu'il y a eu aussi des exécutions qui sont sorties. Après, c'était le tour des gens comme moi qui étions actifs plus dans la révolution. Après, nous avons été aussi actifs dans l'opposition avec le nouveau régime, de sortir dans l'exil. Après, dans les années de la guerre, c'était le tour des jeunes ou des familles qui voulaient mettre à l'abri leurs jeunes de la guerre et qui étaient tournés à une guerre tout à fait absurde qui a laissé des millions de morts et des dizaines de milliers de morts et des millions, si vous voulez, encore une fois, on n'a pas des chiffres exacts, mais quand même, il y a des centaines de milliers d'handicapés et des dégâts considérables économiquement. Ceci étant, Khomeini et Ayatollah Khomeini, qui était leader des islamistes au pouvoir, et tous les gouvernants trouvaient que cette guerre était une grâce divine pour la République islamique, et ça je l'ai analysé d'ailleurs dans un livre que j'ai écrit sur cette période de 10 ans de la République islamique, qui étaient des années noires dont le monde dit libre, ça veut dire les pays occidentaux ne connaissent pas suffisamment cette période. Donc là, il y avait vraiment une période de répression où le devant de la scène a été occupé par les personnes Hezbollah, ça veut dire par les défenseurs du régime, et qui ont été baptisés le peuple d'Hezbollah. Et les personnes qui n'étaient pas pour, elles étaient reculées en silence. Il y avait des gens comme moi qui étaient obligés de prendre le chemin de l'exil. Il y a eu des dizaines de milliers d'arrestations et d'emprisonnements. Et il y avait une partie de la société, ici c'est comme le théâtre, il faut que vous mettiez vos téléphones en silence. Donc si vous voulez, ce qui a fait qu'il y a eu une période de silence imposée à la société iranienne jusqu'à la fin de la guerre, où il y a eu quand même l'échec du projet islamiste. Donc moi, quand je suis arrivée ici en France en exil, j'ai commencé, après avoir appris la langue française, puisque je l'ai appris ici, j'écrivais des nouvelles, mais de la littérature, mais en persane, plus qui ont été publiées chez les éditeurs iraniens en exil, et y compris mon cher ami Bahman Amini, qui avait créé une édition Khobaran, qui vient de nous quitter, ça veut dire qu'il nous a quittés récemment, et c'était vraiment un événement tragique pour notre communauté, pour la communauté des Iraniens.
Et il y aura, j'espère, une cérémonie pour se rendre hommage à Bahman Amini le mois d'avril. C'est programmé pour le mois d'avril. On l'a déjà fait ici aussi. Oui, vous avez oui, bien sûr, puisque c'était quand même une personnalité très, très importante pour les activités culturelles iraniennes. En tout cas, moi, j'étais publiée chez lui avant d'écrire en français et j'ai continué à écrire aussi en personne tout en écrivant en français. Donc les livres, comme a dit Naïdé, ont suivi. Et le dernier, dans les années 2000, il y a eu en Iran un mouvement très important des femmes iraniennes qui s'appelait 1 million de signatures, la campagne d'1 million de signatures pour l'abrogation de toutes les lois discriminatoires. Donc ce mouvement était très important, c'était les jeunes femmes iraniennes, mais aussi soutenues par les personnalités politiques ou les culturelles, plus culturelles, comme par exemple à l'époque Nasrin Sotoudeh, qui est actuellement une avocate qui défend les prisonniers politiques et les droits humains, qui est actuellement en prison, Jafar Panahi, qui est le grand cinéaste iranien qui est actuellement interdit de tourner, les poètes comme Simin Behbahani qui nous a quittés, mais qui est une grande poétesse iranienne. Voilà, donc il y a eu plein de gens intéressants qui étaient en soutien à ce mouvement des jeunes femmes iraniennes. Et quand vous dites abroger toutes les lois discriminatoires, ça veut dire qu'il faut abroger la loi islamique, puisque en Iran, avec l'arrivée des islamistes, il y a eu la charia, la loi islamique qui a été imposée, et selon la charia, les femmes sont considérées comme la moitié des hommes. Donc il y a une discrimination de fait qui a été sacralisée. Et ce mouvement, c'était intéressant puisqu'il disait non de manière indirecte, puisque l'Iran, à l'époque, avant la révolution de 1979, l'Iran avait signé les conventions internationales qui sont contre les discriminations. Donc, les jeunes femmes qui avaient initié, avec les jeunes hommes d'ailleurs, quelques jeunes hommes, qui avaient initié ce mouvement, avaient imaginé utiliser cette marge légale pour dire leur slogan et pour faire porte-à-porte. Le campagne d'un million de signatures, cette campagne-là faisait des actions de porte-à-porte. Donc moi, à l'époque, j'étais en soutien très actif à ce mouvement et j'ai porté aussi leur cause auprès du jury de prix Simone de Beauvoir, ici en France, et ils ont gagné ce prix-là pour une année, quand c'était... Mais en tout cas, je ne me rappelle plus, là, il y a quelques années, et je pense que c'était en 2006, et c'est Simin Behbahani qui est venu recevoir ce prix. Pour les personnes, peut-être parmi vous, il y avait des personnes, on était au Café de Mago, il y a eu une belle cérémonie, et cette grande poétesse a reçu le prix au nom des femmes iraniennes. Donc là, j'étais très intéressée par ce sujet. Je me suis dit comment ça se fait que cette campagne des jeunes féministes donne beaucoup d'importance à Simone de Beauvoir. Puisque pour ma génération, quand j'étais à l'université, pour nous, Simone de Beauvoir n'était pas une figure très importante. Sartre, Jean-Paul Sartre, qui était son compagnon, était important pour nous, mais pas beaucoup d'ailleurs. Mais pas Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, les personnes à l'université, les étudiants ne le connaissaient pas. Donc quand j'ai reçu de l'Iran, puisque je suis quand même, j'ai reçu une revue dans les années 2000, où c'était à la fin des années 90, je pense, où j'ai vu qu'il y avait une revue qui s'appelait Deuxième Sexe, et qui est le nom de livre de Simone de Beauvoir. Donc quand j'ai feuilleté cette revue qui a été publiée à l'intérieur de l'Iran par une jeune femme iranienne, Nushina Ahmadi Khorasani, donc j'ai vu qu'il y avait en première page la photo de Simone de Beauvoir. Je me suis dit, tiens, c'est quand même intéressant, puisque pour nous, c'était pas du tout ça. Nous, on n'était pas du tout intéressés par le féminisme. Moi, je pensais que de toute façon, quand il y aura le socialisme, tout va être réglé, les problèmes des femmes et des hommes, etc.
et les discriminations envers les femmes vont être finies. Pour moi, et beaucoup des étudiants qui étaient de gauche à l'université pensaient cela. Alors, ça, c'était le premier déclic dans ma pensée. Je me suis dit, c'est intéressant quand même que les jeunes Iraniens s'intéressent à Simone de Beauvoir, contrairement à ma génération. Il se peut qu'après, j'ai écrit un peu des articles à ce sujet et j'ai écrit un roman après, des années après, qui s'appelle Demande au miroir. Et on en a parlé la dernière fois quand je suis venue ici. Et donc, dans ce roman, il y a un personnage qui vient de l'Iran. Il y a un jeune homme qui vient de l'Iran qui s'appelle Sam. Sam, c'est un personnage de livre de roi, Shahnameh. Donc là, pour écrire ce personnage, j'ai lu pendant longtemps les blogs des jeunes Iraniens. Donc en Iran, l'Iran c'est un pays dont les blogs ont été tout de suite accueillis. Maintenant, il y a plus les Facebook, Telegram, etc. Mais à l'époque, à la fin des années 90 et au début des années 2000, il y avait un engouement des jeunes Iraniens pour écrire des blogs, les jeunes femmes et les jeunes hommes. Et moi, pour écrire ce personnage, je lisais ces blogs pour voir quels sont leurs univers. Et là, j'étais très étonnée de retrouver encore Simone de Beauvoir, puisque dans ces blogs, je voyais que même les jeunes hommes, les jeunes femmes qui ne se disent pas forcément féministes, mais il et elle, ils ont lu de Beauvoir, les romans, le livre, et il y a une vraie discussion autour de pensée de Beauvoir. Donc ça a été le deuxième clic. Et je me suis dit, il y a quand même une différence entre les jeunes actuellement. Et quand je parle des jeunes, qu'on soit d'accord, ce n'est pas tous les jeunes. C'est les jeunes qui lisent. C'est les jeunes qui sont intéressés à des questions culturelles, à des questions sociales. Comme les jeunes de ma génération. Moi, je ne dis pas que tous les jeunes Iraniens connaissent de Beauvoir, etc. Je parle des jeunes égales